Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. L'émotion est encore vive à Crans-Montana en Suisse après l'incendie mortel survenu le soir du Nouvel An. Dans cette édition, nous nous rendrons sur place où le temps est suspendu depuis la tragédie. Nous écouterons des locaux encore sous le choc. Le Mercosur continue de faire débat en France. Le monde agricole proteste contre l'adoption de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud. Nous irons dans la Meuse, où le maire d'une commune a décidé de soutenir la profession, vous le verrez, à sa façon. Dans ce journal également, nous verrons comment les Vikings faisaient pour résister aux périodes de grand froid. De nos jours, nous ressortons doudoune, bonnet et gants, des accoutrements qui n'existaient pas il y a un millénaire, vous le verrez. Le célèbre magazine américain Time lance sa version française. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu dans vos kiosques. Nous avons rencontré Dominique Busseau à la tête désormais de Time France. C'est un reportage à retrouver en fin de journal. Je vous le disais dans les titres, plus de 2 semaines après l'incendie mortel du bar Le Constellation le soir du Nouvel An à Crans-Montana en Suisse, l'émotion est toujours vive sur place. Les familles de victimes et les locaux sont toujours sous le choc. Pour le Grand JT des Territoires, notre partenaire 8 Mont-Blanc s'est rendu sur place. Regardez. À Crans-Montana, le silence pèse encore. L'incendie mortel du bar Le Constellation est dans tous les esprits. Sous la neige et un ciel gris, la station vit au ralenti. C'est certainement une des pires choses que j'ai vécues. Je suis né ici. Personne n'imaginait ça. C'est d'autant plus terrible et atroce que mes propres enfants allaient souvent dans ce lieu. Ce drame est vécu comme une blessure intime par les habitants, dans une commune où tout le monde se connaît. Je viens chaque année plus ou moins à la même période, début janvier. C'est clairement une tragédie, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Malheureusement, ça touche beaucoup de jeunes enfants. Voilà, quand on a 14, 16 ou 17, 18 ans, c'est triste, c'est malheureux. Et puis on espère que ça arrivera plus jamais, déjà en Suisse, mais aussi dans d'autres pays. Un peu plus bas dans la vallée, à Martigny, famille des victimes, autorités et dirigeants ont participé à une cérémonie officielle d'hommage. Il y aura un avant et un après. Cet après est et sera douloureux pour les personnes endeuillées. Nous comprenons leur peine, leurs questions, leur colère. Toutes les victimes, tous les blessés, tous les proches font désormais partie de notre après collectif. Nous ne les oublierons pas. À Crans-Montana comme à Martigny, l'émotion est toujours là face à l'épreuve qui a fait 40 morts et 116 blessés. Une douleur collective, mais aussi une volonté commune, rester unis face à la tragédie. Cette tragédie en Suisse qui a coûté la vie à 40 personnes et qui en a blessé 119 soulève un problème plus profond. Les mesures de sécurité sont-elles toujours aux normes dans ce type d'établissement ? Le gérant d'une discothèque toulousaine prend la parole au micro de la Dépêche du Midi sur ce sujet. Écoutons-le. Je peux allumer devant vous un feu de Bengale et mettre le feu ici, ça ne va pas brûler le plafond. Parce que le plafond est traité anti-feu. Depuis plus de 20 ans, les discothèques, dans leur majorité, utilisent ces fameux feux de Bengale qui ont causé l'incendie en Suisse. C'est pas pour ça qu'il y a des discothèques qui ont brûlé. Je crois que si les matériaux qui étaient dans cet établissement n'étaient pas aussi inflammables, l'utilisation de ces feux n'aurait pas causé ces dégâts-là. Une discothèque, peu importe sa capacité, ne peut pas ouvrir si la commission de sécurité n'est pas passée et n'a pas donné un avis favorable pour l'ouverture de la discothèque. Le rôle de l'alarme incendie, c'est d'arrêter la musique d'abord, de faire l'éclairage de sécurité, donc le grand éclairage, donc la boîte est éclairée, la musique est coupée, ça arrête la climatisation pour ne pas attiser le feu, et également ça indique le chemin d'évacuation par les sorties de secours qui sont à l'avant et à l'arrière de la boîte. Et puis dans l'actualité, également le Mercosur est toujours au centre des débats. L'Union européenne a adopté ce projet commercial depuis une semaine et les agriculteurs français craignent donc un naufrage de leur profession. En soutien, des maires de communes ont enlevé le drapeau de l'Union européenne des façades de leur mairie.
Écoutons l'un d'entre eux au micro de Puissance Télévision. L'action est symbolique, mais de toute manière, la finalité de la signature du Mercosur, c'est la mort de l'agriculture française. Tout ça au bénéfice de l'Allemagne, qui souhaite justement cette signature pour pouvoir commercer ses voitures, ses automobiles. Il devrait, et il y a longtemps que la coordination rurale réclame l'exception agriculturelle. Ça ne se met pas en place. Il y a des députés qui commencent à la réclamer, mais ça se mettra en place quand il sera, à mon avis, beaucoup trop tard. Pour la première fois de son histoire, le Salon de l'agriculture de Paris n'accueillera pas de bovins cette année. Une situation inédite en raison de la pandémie de dermatose nodulaire qui touche de nombreux cheptels dans le pays. Comment les agriculteurs vivent cette situation? Réponse en Sarthe avec LMTV Sarthe, Colin Ancel et Eden Masmoudi. Cette vache, comme deux autres dans cet élevage, était prête pour le concours du Salon de l'agriculture. Mais avec l'apparition de la dermatose nodulaire contagieuse, ces éleveurs s'attendaient à ne pas pouvoir les emmener à Paris. Il y avait déjà eu des concours d'annulés auparavant, donc on se doutait que ça allait être un petit peu compliqué d'y participer. Après, voilà, on gardait un peu espoir parce qu'on avait les vaches en forme cette année. Les concours, c'est pas la priorité dans les fermes. La priorité, c'est quand même de gagner notre vie. Pour gagner notre vie, il nous faut des animaux, donc le but, c'est quand même pas de perdre nos animaux. On n'était pas encore sûr d'y aller parce qu'on se disait aussi en soutien avec les autres éleveurs qui sont touchés, donc de ne pas y aller. Un soutien à des agriculteurs contraints de voir tout un cheptel abattu, comme ce fut le cas ailleurs en France. Alors toute la préparation entamée depuis des mois tombe à l'eau. On a passé du temps, on a perdu un petit peu d'argent, mais c'est rien. Par rapport à des gens qui ont tout perdu, je pense que pour moi c'est peanuts entre guillemets. Nous, ça reste notre passion aussi de préparer nos animaux, c'est que partie remise. Ironie ou pas de l'histoire, une réflexion plus profonde était en cours sur la présence des éleveurs, rapport à la signature de l'accord avec le Mercosur. On communique entre nous et je pense que c'est un point, on s'est tous dit, ça permet peut-être de boycotter un peu le salon. Certes, la DNC est présente, on a peur, mais il y a un côté aussi économique et politique ou derrière, où des accords qui sont en train d'être signés et amènent la mort de l'agriculture française à petit feu. Une présence au moins symbolique de bovins est à l'étude, sinon ce sera l'un des premiers salons de l'agriculture moderne, version Covid. Vous l'avez constaté, ces dernières semaines, nous avons traversé une vague de froid très intense. Après la neige qui s'est installée dans nos régions, les températures négatives et les verglas ont fait leur apparition pendant plusieurs jours. Et des conditions climatiques se sont compliquées pour les agriculteurs qui changent leurs habitudes. Donc, comme nous le montre ce reportage de Télé Nantes en Loire-Atlantique. Ce jeudi matin, à Chaumes-en-Ré, les 7 salariés de cette exploitation maraîchère sont à pied d'œuvre. Objectif, récolter un maximum de mâches afin d'éviter les pertes. Privée de lumière avec le manteau neigeux, elle pourrait jaunir et devenir invendable. C'est une mâche qui est pas encore bonne à récolter, théoriquement, parce qu'elle est encore un petit peu petite. Mais par endroits, là on voit par exemple, le bord de la feuille est beaucoup plus vert foncé. C'est un marqueur de brûlure. Le plastique, comme il est venu toucher les plantes, par endroits, on a certaines plantes qui ont été brûlées par le gel. Après la récolte, un gros travail de tri sera donc nécessaire. La mâche récoltée, triée, lavée et expédiée est restée dans les camions bloqués par la neige. Avec un tri plus important et des bouquets ramassés à 3 cm au lieu de 6, le maraîcher estime son manque à gagner autour de 10% cette semaine. Cette vague de froid qui a traversé le pays a également touché de plein fouet les sans domicile fixe. Les centres d'accueil font le plein en cette période, mais plus généralement, ces établissements connaissent une augmentation de leur fréquentation toutes ces dernières années. C'est ce que nous explique cet élu à la mairie de Limoges, au micro de 7 à Limoges, justement. Ici, on a un espace convivial pour venir prendre le thé, le café, un petit moment de chaleur et de répit à l'abri. Possibilité de recharger son téléphone portable. Possibilité d'accéder à un coin numérique avec un conseiller pour être aidé dans toutes ses démarches. Une bagagerie pour stocker éventuellement ses affaires en toute sécurité. Accès à des sanitaires, douche, machine à laver et sèche-linge gratuitement. Et puis, avec cette période de grand froid, vous avez ressorti tous vos doudounes, vos bonnets, vos gants les plus chauds. Mais figurez-vous qu'il y a un millénaire, les Vikings n'avaient pas nos équipements. Je vous propose donc de découvrir quelles étaient leurs tenues pour résister au grand froid, au micro de l'Ardennais, un des quotidiens du groupe Rossel, Margot Plisson. Alors, on a une sous-robe qui est en lin,
On a le tablier qui est en laine. Et pour le moment, pour l'hiver, on met les peaux, donc la face vers le haut parce qu'il fait vraiment froid. Les gants, les mitaines qui sont en night bending. Et alors, voilà, c'est normalement ce qui compose la tenue. On est protégé par une peau de mouton. Alors ici, vous la voyez retournée pour la simple bonne raison que le cuir de la laine de mouton va servir d'isolant. C'est un peu comme la toiture. Et le dessous, la laine, ce qui va garder la chaleur et en même temps il y a l'évaporation de l'humidité du corps tout en restant bien au sec. Tout autre chose maintenant, vous avez sûrement acheté un sapin pour les fêtes de Noël et vous ne savez pas quoi en faire pour vous en débarrasser. Figurez-vous que plusieurs villes en France organisent des collectes pour recycler ces sapins usagés avec des espaces dédiés et éviter ainsi des dépôts sauvages. Exemple à Troyes dans l'Aube avec ce reportage de Canal 32, regardez. C'est désormais une tradition depuis 2009. Après les fêtes de fin d'année, les Troyens sont invités par la commune à déposer leur sapin de Noël. Cette année, ce sont 33 points de collecte qui sont mis à disposition des habitants. Seule consigne, ne pas laisser sacs à sapin et décorations sur place. Chaque année, ce sont 2500 à 3000 sapins qui sont récupérés et broyés par les agents municipaux. La collecte se tiendra jusqu'au 25 janvier. Le plan interactif des points disponibles est à retrouver sur le site de la ville de Troyes. Ce que je trouve important, c'est que nous ne les considérons plus depuis bien longtemps comme des déchets, mais comme des ressources. Ces sapins, la ville s'est équipée pour pouvoir les réutiliser, les transformer en broyat. Et ces copeaux vont être entreposés au parc des Moulins. Et il faut savoir que, comme tous les épineux, sont des copeaux qui vont être plutôt acides. Donc, par exemple, on ne peut pas vraiment s'en servir pour mettre dans les parterres fleuris, etc. Donc, on s'en sert pour recouvrir les allées des petits sentiers qui serpentent dans le parc des Moulins. Ça nous permet d'avoir un substrat qui soit souple. Et en même temps, voilà, ça fait qu'on n'a plus d'intervention, on n'a pas d'herbes adventives qui vont survenir. Ça nous permet un entretien très écologique et très efficace. Cette opération, elle a débuté le 26 décembre. Elle va se poursuivre, ça c'est important de le savoir, jusqu'au 25 janvier. Voilà, ce qui laisse le temps à tous nos concitoyens de s'organiser, de savoir quand est-ce qu'on va se débarrasser et puis plonger dans la nouvelle année 2026. En ce début d'année 2026, l'épiphanie est un moment très apprécié par beaucoup d'entre nous, l'occasion de manger l'inévitable galette des rois. Je vous propose donc une immersion avec un boulanger de la Loire qui nous dévoile ses secrets de fabrication pour sa galette très particulière récemment primée dans un concours. Reportage de TL7, Alexandre Crouzet. Stag Wagner a déjà obtenu sa couronne, celle de créateur de la meilleure galette de la Loire. Organisé à l'Institut des métiers de Saint-Étienne, ce concours a récompensé le travail d'un professionnel sur 17 candidats. Il s'est imposé grâce à son feuilletage parfait et sa frangipane équilibrée. Apprenti, j'en avais déjà fait quelques-uns, notamment le concours du meilleur croissant et de la meilleure baguette de la Loire, en catégorie apprenti du coup. Et à chaque fois, ça s'était pas trop mal passé, mais on va dire qu'il n'y avait pas de podium. Et puis là, c'est un des premiers concours professionnels que je fais. Enfin, mon métier c'est tourrier, donc c'est tout ce qui est le travail de ce genre de pâte. Donc c'est vrai que du coup je me suis dit pourquoi pas. Au final ça a marché, donc on est plutôt content. Chaque étape est maîtrisée, feuilletage travaillé sur plusieurs jours, beurre de qualité, frangipane généreuse, tout est pensé pour obtenir l'équilibre entre croustillant, fondant, sucré et légère amertume. Fort de son succès, la boulangerie a décidé de produire près de 1000 galettes pour cette épiphanie, une organisation anticipée avec une préparation lancée dès la mi-décembre. Il aime bien tout ce qui est concours, c'est pas le premier qu'il fait. On avait fait des bons résultats certaines années, on avait fait des belles perfs, mais cette année ça nous a souri. Donc ouais, c'est une fierté évidemment. Ouais. Privilège du vainqueur, Stan Wagner ne pourra pas se représenter l'an prochain, mais il fera partie du jury à son tour pour élire la meilleure galette de la Loire. Et puis, en ce début d'année 2026, nous avons tous pris, enfin j'espère, de bonnes résolutions. Pour certains, ce sont réussir ses études, ou arrêter de fumer, ou encore par exemple perdre du poids. Aller à la salle de sport, bien sûr, c'est bien, mais l'alimentation, c'est aussi un point très important. Écoutons une nutritionniste sur ce sujet au micro de ATV en Martinique d'ailleurs. Comme tous les ans, il faut peut-être éviter de se fixer de gros objectifs en fait, parce que je vois plein de personnes qui se fixent des gros objectifs, en particulier sur la perte de poids. Je veux perdre 10, 15, 20 ou plus
2 kilos. Mais en fait, passer par des petits objectifs, on a beaucoup plus de chances effectivement de tenir des petits objectifs. Si on veut repartir aussi du bon pied, pourquoi pas analyser son assiette, son comportement alimentaire également, et revoir la composition de l'assiette, revoir également sa relation avec l'alimentation. Je vous le disais dans les titres, le célèbre magazine américain Time lance sa version française. À la tête de Time France, on retrouve l'entrepreneur de presse Dominique Busseau, déjà aux commandes de 2 autres magazines prestigieux, Forbes et Oniric, un magazine de mode. Le grand JT des territoires a pu rencontrer dans ses bureaux parisiens Dominique Busseau, reportage de Christophe Rigaud sur place. C'est sans doute le nom le plus prestigieux de la presse internationale. Time, le célèbre magazine américain, débarque en France. À la tête de ce projet, un homme de presse audacieux, Dominique Busseau. C'est lui que la nouvelle équipe du Time US contacte pour lancer la déclinaison française du magazine. On aimerait lancer Time à l'international et peut-être qu'on pourrait faire la première licence avec toi. Et j'ai le choix, l'honneur, le privilège, mais aussi la responsabilité de lancer Time France. Et c'est la première déclinaison internationale du magazine Time. Le premier numéro est déjà en kiosque, avec en couverture Angelina Jolie, l'actrice mais aussi la figure de lutte contre le cancer. Un magazine qui produit à la fois des contenus 100% français et qui reprend des articles du magazine américain. Alors il y aura comme une majorité d'articles faits par la rédaction. J'ai mis à la rédaction en chef Elisabeth Lazaro, une ex de Paris Match. On a une vingtaine de signatures quand même françaises. Et également, on a fait quelques reprises d'articles assez marquants de Time US, dont un gros reportage sur le Soudan avec des photos incroyables et le comeback, le plus grand comeback d'une sportive qui s'appelle Lynn Seven, qui à 41 ans est revenue sur le devant de la scène et qui vendredi a gagné une étape de la Coupe du Monde de ski. Et il y a un gros papier sur elle dans Time France. Dominique Busseau est un serial entrepreneur de la presse, à l'origine de 2 autres magazines, Forbes France et Oniric, des titres complémentaires avec la licence de Time France. Avec Forbes, on parle d'entrepreneuriat, donc c'est des conseils pour entreprendre. Avec Oniric, on veut donner goût au luxe, à la mode, on va dans des endroits inaccessibles et on rend accessibles ces endroits inaccessibles. Et avec Time France, l'idée c'est d'avoir un regard français sur un monde géopolitique qui est en constante évolution. Le premier numéro de Time France a été tiré à 100 000 exemplaires. En parallèle du magazine de 200 pages, un site internet a été lancé et vous retrouverez le magazine en kiosque tous les 3 mois. Tout autre chose maintenant. En novembre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la création d'un service national pour répondre aux besoins des armées. Ce lundi avait lieu le début de la campagne de recrutement. Déjà 500 candidatures ont été enregistrées, avec des candidats qui ont aussi quelques questions avant de s'engager, vous vous en doutez. Écoutons cet adjudant-chef à Bordeaux au micro de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Derrière son ordinateur, ce militaire traite les premiers dossiers des volontaires au service national dans le Sud-Ouest. Joignable par téléphone, il rassure et répond aussi à toutes les interrogations. Est-ce qu'ils vont rentrer le week-end ou voilà, est-ce qu'ils vont garder leur habit? Est-ce qu'ils vont côtoyer les militaires d'actifs voilà, ce genre de questions. Pour la rentrée 2026, 3000 postes sont à pourvoir dans les forces armées, 1800 réservés à l'armée de terre. Les régiments sont à la recherche de tout type de profil. Nous avons besoin de jeunes avec des expertises en informatique. Il y a aussi quelques places ouvertes de mécaniciens, d'aide aux moniteurs de sport. Et la jeunesse semble au rendez-vous. Près de 500 candidatures ont déjà été finalisées partout en France. Sur les réseaux sociaux, une vaste campagne de communication a été lancée. Des vidéos diffusées sur les comptes de la Marine nationale, des armées de l'air et de terre. Des images impressionnantes pour donner envie aux 18-25 ans de s'engager. Même si je pense que c'est quelque chose d'important de défendre son pays, c'est pas quelque chose que je me vois faire personnellement. Si c'est juste de la prévention pour être réserviste, pourquoi pas, franchement, ouais. Personnellement, ça m'intéresse pas, mais après je trouve ça bien que certaines personnes se lancent dans ça. En Nouvelle-Aquitaine, 3 régiments accueilleront les militaires de demain, à Pau, Brive-la-Gaillarde et Poitiers.
Plus récemment, le président de la République Emmanuel Macron a aussi annoncé vouloir faire reconnaître les bistrots, les bars, les PMU aussi au registre de l'UNESCO. Véritables emblèmes de notre culture, ces lieux sont vecteurs de convivialité, de liens sociaux aussi. Reportage de Moselle TV, regardez. C'est pas comme on croit. Comme chaque semaine, et ce depuis 15 ans, cet habitué a le même rituel. Siroter un café dans ce bar PMU. Regarder les amis, parler avec les amis, parce qu'on se rejoint que le week-end en fait, et puis voilà quoi. Et on parle du travail, voilà, de la vie quoi. On rigole bien. Des clients fidèles comme lui, David, à la tête du café de la Poste, les connaît par cœur. C'est convivial, on s'amuse tous, on se connaît tous, on rigole, on lance toujours des plaisanteries, il y a toujours un mot pour rigoler. Le jour où des petits bars comme le nôtre seront plus en activité, ça créera un désert dans toutes les villes. Derrière le comptoir depuis 27 ans, le quinquagénaire jongle entre les cafés. C'est parti mon kiki. Les tickets à gratter. Une grille de tirage. Et depuis 1 an et demi, voilà le livret. Les colis. Ça crée une activité en plus. Les gens viennent chercher les colis et puis en même temps ils peuvent consommer un ou deux cafés et puis prendre des jeux, jouer au PMU. Ce bar PMU est passé entre les mains de 4 générations. Et en 100 ans, les habitudes de consommation ont bien changé, surtout depuis le Covid. Une grosse perte de chiffres PMU. Le PMU nous aide pas trop dans ce cas-là parce qu'il privilégie beaucoup les gens sur Internet, donc les gens ne viennent plus. On essaie de s'en sortir comme on peut, mais c'est plus comme c'était il y a 27 ans. Ouvert tous les jours de l'année, le café de la Poste reste un lieu de vie à part entière. Un refuge pour les habitués, un pilier du lien social, ici à Folquemont, qu'il faut à tout prix préserver. Tout autre chose maintenant, l'illettrisme est une maladie qui touche plus de 3,5 millions de Français et pourtant ce n'est pas reconnu comme un handicap. Il faut donc apprendre à vivre avec. C'est le cas de ce jeune Vosgien de 22 ans que Vosges TV a pu suivre dans son quotidien. Regardez quelle est sa vie. La feuille là, je peux vous la lire plus rapidement. Je prends ma photo et je vais sur le petit onglet un peu japonais là et je décale et je fais écouter. Avoir les bons gestes et réflexes afin d'éviter les risques. Au fil des ans, Dylan a appris à compenser son illettrisme comme il peut, notamment grâce à son téléphone portable. Et comme lui, il serait en France 3 700 000. Pourtant, l'illettrisme n'est pas considéré comme un handicap. Dylan est ici avec une conseillère de Supintérim. Depuis quelques mois, cette agence travaille étroitement sur ce sujet avec le Greta. Au programme pour Dylan ce jour-là, la lecture de plans, des choses comme ça, savoir se repérer dans le temps, dans l'espace. On va s'intéresser aux attendus linguistiques du poste que la personne occupe. Et donc, on va pouvoir travailler les compétences de base que sont le français, les maths pour faire court, mais vraiment en regard de leurs besoins sur leur poste de travail. Dylan est plombier chauffagiste. Nous l'avons retrouvé sur un chantier à Épinal. Le jeune homme est par ailleurs dyslexique et dysorthographique. Après de longues années d'errance scolaire, il a enfin trouvé sa place. Je suis plus sous le domaine scolaire à devoir lire, réfléchir pour les études, tout ça. Même plus, donc maintenant je me pose la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? Moi je sais pas lire, mais des gens ils sont pas de chance. Ou ils ont d'autres problèmes beaucoup plus graves. Moi je sais juste pas lire en fait. C'est un petit truc, comme on dit, j'ai un petit truc en plus. Un truc en plus qui n'a pas rebuté ce chef d'entreprise, particulièrement volontaire pour donner leur chance aux personnes en situation d'illettrisme. Dans le bâtiment, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir des gens qui soient illettrés. Il y en a d'autres dans d'autres professions, etc. Donc le bâtiment ne réchappera pas à la règle. Tiens, dis-moi. Pour cet entrepreneur, l'insertion dans le BTP ne devrait avoir qu'une seule limite, la sécurité, à respecter scrupuleusement. Dylan incarne donc les enjeux d'insertion autour de l'illettrisme, une expérimentation vosgienne, d'ailleurs promue au niveau national. Pour finir ce journal, laissez-moi vous présenter Aurélie. Cette Bretonne est passionnée de running et en particulier de trail extrême. Elle a notamment participé au marathon de la Grande Muraille de Chine, le marathon des Sables au Maroc, sous 52 degrés, ou encore un marathon au Groenland, c'est d'actualité à moins de degrés. Écoutons-la au micro de TBO et de TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme en Bretagne. Regardez. Alors moi j'ai commencé donc la course à pied au début vraiment pour me défouler et au fur et à mesure j'ai décidé de profiter de cette passion pour faire des trails extrêmes et découvrir donc des chemins qui ne seraient pas ouverts sans la course à pied.
J'ai eu cette envie vraiment de rechercher l'effort parce que ça a un côté très gratifiant et aussi couper un peu de la routine et vraiment se dire j'ai atteint quelque chose dont je ne me croyais pas capable. J'ai enchaîné des courses complètement différentes aussi pour me tester et aussi parce que j'adore ce sentiment de... Alors certains adorent être très bien préparés, de savoir bien anticiper et moi j'adore ce sentiment d'inconnu, j'adore ce sentiment de comment est-ce que je vais réagir. Pour le marathon des sables par exemple, il y avait un gros problème de gestion d'eau. Ensuite la muraille de Chine, c'était vraiment à pic. Donc après avoir fait la chaleur, après avoir fait le gros dénivelé, je me suis dit que je n'avais jamais fait le froid. Donc je me suis inscrite pour le marathon du pôle Nord. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.